Bonjour, on se retrouve pour notre 12e épisode de notre série sur l'actualité écologique de la semaine. Alors, vous avez certainement vu le fiasco du passage d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture ce week-end à Paris. Alors, vous vous souvenez, il y a quelques semaines de cela, Monsieur Gabriel Attal avait prétendu répondre à la colère des agriculteurs qui demandaient à pouvoir vivre de leur métier en leur promettant donc sur une botte de foin simplement de revenir sur les normes environnementales, de reculer sur le plan éco-phyto, etc., comme si c'était la demande principale de leur colère, alors qu'en fait non, encore une fois, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vivre de leur travail, pouvoir être protégés des traités de libre-échange, etc., etc. Et bon, le résultat des courses, c'est qu'on a vu justement au Salon de l'Agriculture, quand le président est venu, que non, apparemment les agriculteurs n'étaient pas vraiment satisfaits de ce qu'il faisait pour eux. Le résultat, donc vous l'avez vu, c'est cette scène de chaos avec les CRS qui ont envahi du coup le Salon de l'Agriculture. Pourtant, Gérald Darmanin avait dit qu'on n'envoyait pas les CRS face à la souffrance. Apparemment, là, il a changé d'avis. Voilà, des scènes avec des objets qui tombent, des bousculades, des animaux par ailleurs au milieu. On a vu extrêmement stressés, effrayés. On le serait à moins. Bref, un fiasco. On l'a vu partir en courant. Et derrière, pour essayer de rattraper tout ça, il a annoncé sous les yeux médusés de son ministre de l'Agriculture, Monsieur Marc Fesneau. Si vous n'avez pas vu la séquence, regardez, c'est très drôle. Bref, sous ses yeux ébahis, il a annoncé qu'il allait annoncer des prix planchers pour les agriculteurs. Alors, petit retour en arrière, parce que nous on est d'accord avec ça, vous vous souvenez, en novembre dernier, lors de notre niche parlementaire, on avait justement proposé une proposition de loi qui était portée par Manuel Bompard et Aurélie Trouvé pour justement donc encadrer les marges de la grande distribution, de l'agro-industrie, etc. et également de garantir des prix planchers pour les agriculteurs. Donc là, subitement, il reprend nos mots, nos propositions. Donc voilà, ça nous donne raison. C'est bien exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir protéger les agriculteurs et leur permettre, encore une fois, de vivre de leur travail. Bon, sauf que du coup, il faut voir l'entourloupe derrière. C'est-à-dire, le lendemain, il y a Monsieur Marc Fesneau, qui déjà à l'époque de notre proposition de loi l'avait qualifié de démagogique. Donc là, finalement, qu'il a qualifié carrément de soviétique. Le surlendemain, Bruno Le Maire, donc, qui annonce, ministre de l'économie, qui annonce lui que oui, il va y avoir une loi Egalim 4 qui parlera peut-être des prix planchers. Donc bon, on voit bien qu'encore une fois, Emmanuel Macron a annoncé quelque chose qui lui semblait répondre à la situation, à savoir notre proposition, mais sans aucune concertation avec quiconque. Comme d'habitude, derrière, donc, c'est le rétropédalage. Donc, on attend de voir ce qu'il va effectivement y avoir dans leur loi agricole, mais nous, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y aura pas ce que nous, on propose à côté. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne s'agit pas seulement de prix planchers, mais de prix planchers rémunérateurs. Il ne s'agit pas juste de couvrir les coûts. Il faut permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail. Et ça, par exemple, ça passe par la sortie des traités de libre-échange qui créent une concurrence absolument démentielle et déloyale en fait envers nos agriculteurs. Il faut également comme je le disais, encadrer, bloquer à la baisse les marges de l'agro-industrie. Juste pour rappeler quand même, sur 2 ans, les prix de l'alimentation ont augmenté de 21%, les prix payés aux producteurs, eux, ont baissé de 10%, et pendant ce temps-là, c'est les marges de l'agro-industrie qui ont augmenté de 70%, 71% précisément. Donc, on voit bien où est le problème et où il faut taper. Et ça, évidemment, vous pensez bien qu'ils n'ont aucune intention de le faire. Et d'ailleurs, on l'a vu dans la suite, c'est que dans les jours qui ont suivi, ils ont fait 2 annonces, une annonce de futur décret et un décret qui, justement, vont dans le sens de, encore une fois, taper sur l'écologie, sur les mesures environnementales, comme si encore une fois, c'était la seule demande des agriculteurs. Ça fait un écho à ce qu'avait proposé donc Gabriel Attal, le recul sur le plan éco-phyto, etc. Donc il y a une proposition de décret qui porte sur une diminution des normes sur l'élevage intensif. En gros, ça veut dire quoi ? En fait, on s'ajuste sur les normes européennes qui étaient jusqu'à présent moins disantes que les nôtres. Et en gros, ce qu'il propose là, c'est de diminuer le nombre de contrôles automatiques en fait en fonction du nombre d'animaux que vous avez dans l'élevage. Donc par exemple, sur un élevage intensif jusqu'à présent de volailles, c'était à partir de 40 000 animaux qui avaient des contrôles automatiques. Maintenant,
ce sera à partir de 85 000. Donc en dessous du seuil de 85 000, ça sera des contrôles au cas par cas, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop bien tout ça. Bon, je vous rappelle que, par exemple, l'élevage intensif industriel de porc en Bretagne est directement responsable de la catastrophe des algues vertes. Enfin, tout ça n'est absolument pas anodin. Donc baisser encore nos contrôles sur ce type d'élevage qui ont des conséquences absolument catastrophiques pour l'environnement, c'est évidemment une très mauvaise décision. Et juste après, donc, tiens, il y a une consultation publique là-dessus jusqu'au 17 mars, si vous voulez aller leur dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Et donc, autre décret, alors là, on tombe carrément dans le ridicule, vous l'avez peut-être vu, le Gabriel Attal a annoncé en grande pompe en disant qu'enfin, voilà, ils allaient répondre aux demandes des agriculteurs en supprimant la possibilité d'utiliser les termes steak, saucisses, etc., pour des produits végétaux. Donc, on peut plus parler de steak de soja, etc. Bon. Sous prétexte de mauvaise information des consommateurs, donc je sais pas, les consommateurs en France, apparemment, ils sont pas capables de faire la différence entre une saucisse de soja et une saucisse de porc. C'est un premier débat. Surtout que très important, c'est d'autant plus ridicule que ça va concerner uniquement les produits fabriqués en France. Donc, autrement dit, vous aurez dans votre supermarché des steaks de soja qui viennent d'Allemagne ou d'Espagne ou je ne sais pas d'où. Et à côté, vous aurez, au lieu d'avoir des saucisses végétales fabriquées en France, vous aurez des tubes, je ne sais pas, arrondis, je ne sais pas comment ils vont appeler ça. Enfin, c'est absolument ridicule. Et d'ailleurs, le Gorafi s'est pendu d'un excellent article donc un faux article, là, vous connaissez le Gorafi, qui dit que suite à un énième accident de dessert, le gouvernement décide d'agir et d'interdire l'appellation fruits de mer. Bon voilà, c'est vraiment ridicule, comme si les gens s'attendaient à manger du bœuf en achetant un steak de soja, ça n'a strictement aucun sens. C'est juste un message, encore une fois, pour en fait nier le rôle de la production industrielle de viande dans la catastrophe écologique en cours. C'est de redorer en fait l'image de la viande dans le sens où il faut surtout pas baisser notre consommation, etc., etc. Alors que si, en l'occurrence, il y a quelques jours avant, le RAC, le Réseau Action Climat, faisait un rapport qui montrait justement que si la France, les Français baissaient de 50% leur consommation de viande sur une année, c'est-à-dire qu'au lieu de consommer 900 grammes de viande par semaine, on passait à 450, eh bien on remplirait nos objectifs climatiques en ce qui concerne le système agricole. C'est énorme. En réalité, la végétalisation de l'alimentation, c'est pas un petit sujet parce que c'est le fait. On consomme beaucoup trop de produits animaux, c'est un fait. Du coup, ça entretient, et c'est bien ça qui les intéresse, je pense, le système d'élevage industriel. Parce qu'en réalité, c'est pas soutenable tout ça. Vous le voyez. Enfin, vous voyez les questions environnementales que ça pose derrière. J'ai parlé des algues vertes tout à l'heure, mais question d'épuisement des sols, parce que c'est pour du coup nourrir tous ces animaux en plus qu'on fait venir par exemple du soja OGM et tout d'Amérique latine, avec tout ce que ça comprend aussi comme déforestation de l'autre côté. Enfin, ça a vraiment des enjeux énormes, sans parler évidemment de la souffrance des animaux dans ces élevages concentrationnaires. Donc on a un vrai problème. Ça n'est pas un détail. Et si on diminue notre consommation de produits animaux, ça permet également justement de revenir à un mode d'agriculture familiale à taille humaine, respectueux de l'environnement, des animaux et des agriculteurs qui travaillent et qui peuvent vivre dignement de leur travail. Ouais, c'est exactement nous ce qu'on porte et c'est ça qu'il faut continuer à défendre. Et encore une fois, on voit bien que le gouvernement va exactement dans l'autre sens en dépit donc de toute réflexion. Ou plus exactement, on va sacrifier l'écologie et donc nos conditions de survie sur cette planète au bénéfice de l'économie. Alors, toujours dans la catégorie l'écologie, on s'en fout du gouvernement. C'est pas comme si le réchauffement climatique accélérait, l'effondrement de la biodiversité aussi, tout ça. Bref, nouvelle déclaration de Bruno Le Maire, vous l'avez entendu certainement, qui a décidé d'annoncer donc une coupe de 10 milliards d'euros dans le budget de l'État. Alors, je précise quand même que déjà ce budget, vous vous souvenez, il a été adopté par 49.3 à l'automne dernier, donc en se passant du vote de l'Assemblée. Bon là, on s'embarrasse même plus avec la moindre discussion, on fait juste un décret et puis hop, on sucre le budget de l'État comme ça. Donc là, je vous passe le déni démocratique encore que ça constitue, parce que normalement il aurait dû passer par un projet de loi de finances rectificative. Bon, bref, on s'en fiche. Il passe comme ça en force et dans le lot, évidemment, la casse se fait beaucoup sur le dos de l'écologie puisqu'il y a 2,2 milliards en moins sur le budget de l'écologie, notamment 1 milliard en moins sur les rénovations thermiques des bâtiments.
tant pis, c'est pas grave. 134 000 logements en moins qui seront rénovés. C'est pas comme si c'était un enjeu majeur, tant en termes de justice sociale que d'écologie. Voilà, encore une fois, ils s'en fichent et ça a été super bien illustré par à peu près au même moment par le ministre Attal qui a fait quand même un déplacement de 7 minutes en jet privé pour aller visiter un écoquartier. Je pense que c'est toute l'image de la Macronie résumée en quelques mots. Et enfin, du nouveau, toujours sur le front de la lutte contre la 69, vous savez qu'il y a toujours des écureuils qui sont dans les arbres, à Seyss notamment, à la zone la Crémarbre, et qui sont actuellement en grande difficulté du fait notamment d'agissements policiers. Je vous en avais déjà parlé, il y a eu carrément des départs de feu, enfin des choses très inquiétantes, et puis ils ont un problème de ravitaillement, on ne laisse pas arriver de ravitaillement ni en termes de nourriture ni en termes d'eau. Donc ils sont en danger et en l'occurrence, vous vous en souvenez peut-être, les associations et Mathilde Panot pour notre groupe politique avaient interpellé Michel Forst, qui est le rapporteur spécial de l'ONU pour la protection de l'environnement. Et en fait, il est venu à Seyss, donc la semaine dernière. Karen Hérodi, donc députée du Tarn, et moi-même, nous y étions. Et donc, il a pu aller discuter avec les militants, mais il a discuté aussi avec le préfet, il a discuté avec les militants aussi qui sont à proximité de la zone, qui sont sur la base arrière, comme ils disent, mais aussi avec les écureuils dans les arbres, etc., etc. Et donc, il vient de sortir un rapport extrêmement important puisqu'il déclare que pour lui il y a bien mise en danger de ces militants pacifiques qui sont dans les arbres. Il dénonce en fait les agissements aux policiers qui les mettent en danger. Il dénonce le fait qu'ils soient pas ravitaillés, etc., etc. Et pour lui, il s'agit bien d'actes qui sont contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi à la Convention de l'ONU contre la torture. Voilà. Donc il fait des recommandations. Il demande à l'État d'agir pour protéger donc ces militants et même de mener une enquête sur ces agissements policiers qui ont mis en danger et qui mettent encore en danger aujourd'hui les militants qui sont là-bas. Voilà, donc ça c'est une déclaration extrêmement importante. Là on parle de droit international, l'ONU, donc le rapporteur de l'ONU qui demande à l'État français de faire ce qu'il faut. De notre côté, Karen Hérodi encore une fois et moi-même avons saisi le procureur de la République pour justement lui faire part de ces agissements policiers qui mettent en danger les militants. Autre chose, alors justement sur cette zone-là, qui sont qu'en fait le concessionnaire, la préfecture veulent absolument défricher. Normalement, cette zone, elle est protégée parce qu'elle, c'est ce qu'on appelle une zone à fort enjeu écologique. C'était même dans le dossier de la Tosca qu'elle était qualifiée comme telle. Donc normalement, ça veut dire qu'on ne peut pas défricher, abattre des arbres, sauf entre le 1er septembre et le 15 ou 25 novembre, j'ai un trou. Or, là, ils veulent défricher maintenant, évidemment. Et pour ça, donc, la préfecture dit que la zone a été déclassée, sauf qu'on n'a aucune preuve de ça. On n'a jamais vu aucun papier. Donc là, encore une fois, Karen Hérodi et moi-même avons écrit au préfet du Tarn en demandant qu'ils produisent les papiers qui montrent qu'ils ont vraiment déclassé cette zone. Et si oui, comment? Normalement, c'est un écologue qui fait ça. Parenthèse, ils ont fait passer un écologue, mais justement ces derniers jours, donc c'est-à-dire après avoir dit que les zones étaient déclassifiées. Donc c'est très bizarre. Bref, pour l'instant, on n'a pas encore eu de réponse, mais en même temps, les associations mobilisées ont aussi saisi le tribunal administratif de Toulouse sur cette question-là, sur le fait que il faut montrer les documents qui permettent cette soi-disant déclassification. Et le tribunal administratif de Toulouse a donné 5 jours au préfet pour produire ces documents, donc affaire à suivre. Dernière chose, vous avez peut-être vu que la commission d'enquête a commencé ses travaux. Il y a eu une première audition là c'était sur la genèse du projet. Donc on avait des responsables politiques, l'ancien ministre des Transports, Monsieur Dominique Perben, etc. En gros, ce qu'il en ressort, c'est déjà, on comprend que le rôle de Pierre Fabre et du groupe pharmaceutique Pierre Fabre a été très important dès le début. Il est même à l'initiative presque du projet, en tout cas de sa promotion auprès du gouvernement. Et puis en gros, qu'en termes d'alternatives, on comprend encore une fois que les études n'ont pas été très sérieusement faites. Et puis en plus, oui, d'ailleurs,
j'ai demandé justement s'il y avait une alternative ferroviaire, etc. Et là-dessus, on m'a répondu oui, il y a eu des études, mais comment il dit, une estimation à la grosse louche, quelque chose comme ça. Bon, bref, pas très sérieux. Et puis surtout, ça m'a rappelé à quel point ce projet date, en fait. Il a été vraiment pensé il y a 30 ans, à une époque où le contexte était complètement différent. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était une bonne idée de penser les choses comme ça, mais on voit bien qu'aujourd'hui, en termes de développement du territoire, on ne peut plus du tout penser de cette façon-là, avec l'évolution notamment évidemment du changement climatique, mais même par exemple la nécessité de préserver la souveraineté agricole, etc., etc. Bref, il y a quantité de choses qui ne fonctionnent plus. Ce projet est complètement anachronique, il est destructeur. Il faut l'arrêter. Et d'ailleurs, petite parenthèse, là aussi, avec tous mes collègues députés insoumis d'Occitanie, on avait demandé à Madame Carole Delga de nous donner la fameuse étude sur laquelle elle se baserait pour dire qu'une alternative ferroviaire est impossible parce qu'elle coûterait plus d'1 milliard, alors que, vous le savez, il y a une étude citoyenne très sérieuse qui montre que le budget se situerait plutôt entre 80 et 120 millions, ce qui n'a donc rien à voir, qui est beaucoup moins cher même que l'autoroute. Bref, donc on lui avait demandé de produire les documents sur lesquels elle se basait pour dire ça. Et curieusement, ça fait 1 mois, même plus, je crois, et on n'a toujours pas de nouvelles. Alors, n'hésitez pas à nous aider, éventuellement, à nous rappeler à son bon souvenir pour qu'elle nous donne une réponse à cette question brûlante. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous dis à la semaine prochaine.